De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Alfred Chango, Jean-François Kandji-Kombe et Camille Sari. Tout de suite le dossier du jour. Bancarisation des ménages, consolidation des groupes, diversification des produits et services. Les établissements financiers africains sont en pleine mutation pour répondre aux besoins de la population. Mais du côté des entreprises, le soutien des banques diffère selon les pays. Nous verrons les cas du Nigeria avec notre envoyé spécial Afolake Olinoye et du Sénégal avec notre correspondant à Dakar, El Adjaï. Reportage. Le secteur bancaire africain est en pleine mutation. Dominé jusqu'à la fin des années 1990 par les banques européennes, on note aujourd'hui aux côtés des acteurs traditionnels des groupes régionaux émergents et se mue progressivement en groupe bancaire panafricain, à l'image de Standard Bank Group, Attijari Wafa Bank, BMCE, BOA, EcoBank, UBA, entre autres, qui aujourd'hui ont fini de s'imposer dans le continent. Ces banques, qu'elles soient locales, régionales ou continentales, affichent une stratégie de développement favorable à la population. Elles cherchent à élargir leurs offres auprès de certaines cibles, jusque-là exclues du système bancaire classique. Selon les experts, cette évolution bancaire joue un rôle déterminant dans le développement du continent. L'évolution du secteur bancaire contribue au développement du secteur africain dans la mesure où on a plusieurs banques, on a une compétition plus importante, donc on a une offre de services financiers qui est beaucoup plus diversifiée. Déjà qu'à ce niveau, ça permet aux entreprises d'avoir des offres différentes parce que nous sommes dans une logique de compétition. Donc à ce niveau, naturellement, ça va théoriquement faciliter l'accès au financement, donc le développement du continent africain. Pour mieux participer à la croissance économique du pays, ces banques essayent d'adapter leurs offres aux spécificités locales. C'est le cas du groupe Attijari Wafa Bank. Notre stratégie est bâtie sur le fait qu'il faut donner tous les moyens possibles à nos filiales tout en respectant leurs spécificités socio-culturelles et économiques. Et ça, c'est notre leitmotiv. Quand on est au Sénégal, on est sénégalais. Quand on est en Tunisie, on est tunisien. Et quand on est en Côte d'Ivoire, on est ivoirien. Et pour contribuer pleinement à l'émergence des pays africains, certaines banques misent sur des politiques de développement définies par les États. D'autres privilégient le financement des PME et PMI, à l'image de Union Bank au Nigeria. Dans cette puissance démographique et économique du continent, l'agriculture est le secteur le plus important de l'économie. Elle emploie plus de 60% de la population et contribue à 35% du PIB, produit intérieur brut. L'institution bancaire a donc fait le choix d'investir dans l'agriculture pour participer à la relance de l'économie nigériane. La relance de l'économie se fait par exemple via des facilités accordées aux petites et moyennes entreprises. Mais en vérité, l'impact des banques nigérianes sur l'économie se traduit par un apport plus conséquent au secteur agricole. Car rappelons-le, la société nigériane est une société agricole. 10% des profits réalisés par les banques sont investis dans le secteur agricole. L'agriculture emploie 70% de la population active du Nigeria. C'est donc dans ce secteur que les banques investissent le plus. Elles soutiennent l'économie, elles créent des emplois et renforcent le trésor public. Et pourtant, le secteur agricole au Sénégal n'est pris en charge qu'à hauteur de 3% par le système bancaire, car classé secteur à haut risque. Il faudra inverser la tendance. Il faudra effectivement que ce secteur qu'on juge être un secteur à haut risque puisse être davantage accompagné. C'est à nous, en tant qu'acteurs bancaires, de trouver les voies et moyens pour pouvoir juguler ce risque qui est là, hein, dont il faut tenir compte. Il y a d'autres secteurs stratégiques sur lesquels, effectivement, nous devons intervenir. C'est le secteur du tourisme, c'est le secteur de l'industrie extractive, c'est le secteur des filières aujourd'hui qui, malheureusement, ont connu des situations, disons, moroses jusqu'à la fermeture de certaines industries, doivent être reprises et repensées. C'est le cas de la filière textile, c'est le cas de la filière arachidière, etc., pour le Sénégal. Donc ces secteurs aujourd'hui ne peuvent pas se développer en marge du système bancaire. Donc la banque, qui a le rôle fondamental de financer l'économie, de développer l'économie, doit revenir sur l'accompagnement de ces secteurs d'activité-là. Si l'évolution de la croissance économique est le leitmotiv des banques africaines, cependant, des défis restent encore à relever.
Le problème de nos banques africaines, c'est qu'elles n'ont pas de ressources à long terme. Quand vous n'avez pas de ressources à long terme, vous ne pouvez pas prêter à long terme. Le problème de nos banques africaines, c'est qu'elles n'ont pas la flexibilité. Elles sont sur les mêmes ratios de prudence, de rentabilité. C'est ce qui fait qu'elles ne sont pas forcément adaptées. Je pense que quand vous prenez des secteurs très importants comme l'innovation, en Afrique, les jeunes font un excellent travail, mais ils ne vont jamais trouver quelqu'un pour les financer parce que la structuration des banques, l'approche des banques ne peut pas financer l'innovation. Et quand vous ne financez pas l'innovation, vous n'allez jamais arriver à vous développer. Je pense qu'il faut qu'on trouve d'autres canaux alternatifs de financement qui existent dans le monde ailleurs et qui sont très développés dans certains pays anglophones qui puissent arriver à financer ces secteurs. Mais les banques classiques, ça va être difficile. Pour faire face à cette situation, certains pays africains ont mis en place des banques nationales de développement qui sont pour la plupart financées par les pouvoirs publics. C'est dans ce contexte que la BNDE, Banque nationale de développement économique, a été créée par l'État du Sénégal. Ces activités ont officiellement démarré le 27 janvier 2014. L'initiative était particulièrement attendue par l'entrepreneuriat sénégalais, notamment par les acteurs des petites et moyennes entreprises PME ainsi que les petites et moyennes industries PMI. Ces secteurs occupent une bonne place dans les activités économiques du Sénégal. Par exemple, les PME représentent 85% des entreprises, occupent 60% de la population active et assurent 30% des emplois formels du pays. La BNDE a comme principale mission de faciliter leur accès au financement pour une véritable relance économique. C'est une banque qui a été créée pour combler un déficit de financement noté au niveau du Sénégal. Les études ont montré que plus de 500 milliards de besoins des PME ne sont pas satisfaits par le secteur bancaire. Les études ont aussi montré que plus de 1700 milliards de demandes n'ont pas été transmises au système bancaire parce que les opérateurs économiques ont pensé que ces demandes n'allaient pas prospérer. Les études économiques aussi ont montré que des secteurs stratégiques de l'économie sont laissés en rade du fait des risques liés à ces secteurs qui fait que certaines banques n'ont pas jugé nécessaire d'intervenir dans ces secteurs. L'étude a montré aussi qu'il y a, disons, une discrimination négative selon les cibles qui fait qu'il y a certaines cibles clientèles qui sont aujourd'hui délaissées par le secteur bancaire. Je parle des jeunes, je parle des femmes. Les systèmes bancaires africains ont connu d'importantes mutations au cours des dernières décennies. L'apparition de groupes africains et le climat de concurrence accru poussent les acteurs du secteur à adopter des stratégies de développement reposant en particulier sur la diversification de la clientèle et des produits. Malgré sa vitalité, le secteur doit relever de nouveaux défis pour continuer à appuyer le développement du continent. Camille, un secteur bancaire africain en plein essor, vitalité, on parle de vitalité, et pourtant des secteurs de l'économie qui ne sont toujours pas financés. Comment expliquer ce paradoxe? Justement, le comportement des banques en Afrique, toutes les banques, c'est-à-dire les banques nationales, mais aussi les filiales de grandes banques internationales. Il suffit d'aller à Abidjan, vous allez avoir toutes les filiales des banques qui sont là, ou ailleurs, dans toute l'Afrique. Toutes ces banques ont le même comportement, c'est un comportement de captation de l'épargne locale et de son utilisation pour ensuite faire fonctionner, je dirais, leurs services. Autrement dit, ils gagnent de l'argent grâce aux services qu'ils offrent aux clients. Donc ils font un peu de l'épicerie. Mais ce ne sont pas des banques d'investissement qui accompagnent l'investissement. Ils ne prennent pas de risques. Et donc ce sont des banques de dépôt, alors que dans le monde entier, le monde développé, les banques jouent un rôle dynamique de développement. Comment? C'est par il y a un concept qui est maintenant courant, ce sont les crédits qui font les dépôts. Ce ne sont pas les dépôts qui font les crédits. Ce sont les crédits, ce qu'on appelle la création monétaire. Il ne s'agit pas de la création fiduciaire avec papier, il s'agit de la création monétaire. C'est-à-dire plus vous donnez des crédits, plus vous mettez de l'argent dans le circuit, plus les gens investissent, achètent des machines. Ça a été dit dans le reportage par le DG de la BNDE, il a fait un bon diagnostic. Il est
excellent son diagnostic sur la non-satisfaction des besoins des PME. Et donc, tant qu'on n'a pas un système bancaire qui accompagne le développement, l'Afrique ne pourra pas se développer. On n'a pas vu d'entreprises, de pays qui se développent sans financement bancaire. Il faut que les banques s'engagent. Mais à mon avis, il faut aussi qu'il y ait des instruments étatiques qui ne financent pas directement, mais qui soient un peu l'interface, parce qu'il y a des problèmes de garantie. On a vu que les deux, il y a une discrimination négative vis-à-vis des jeunes et des femmes, parce qu'on juge qu'ils sont des populations à risque. Et on ne les encourage pas, peut-être, alors que les femmes, on l'a vu ici dans plusieurs reportages, créent de la richesse, notamment dans l'agriculture, mais aussi dans le textile. Donc il va falloir peut-être que les États créent des instruments. Ce que nous avons en France, c'est Oseo. Oseo, il faut aller sur leur site et ça vous détaille toute la panoplie. Et maintenant, il y a aussi la BPI. Ce sont des instruments, je dirais, pour accompagner enfin, être un peu l'interface entre les banques qui ne prennent pas de risques et puis l'analyse de Camille sur les difficultés du secteur bancaire. Dit des choses justes, mais pour en revenir au reportage, ce qu'on peut noter effectivement, c'est au moins 2 ou 3 choses. Il y a la frilosité justement des banques à financer ou à prendre des risques. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire en clair que, la plupart des banques qui existent ou des succursales n'ont pas de fonds propres et n'ont pas assurer les risques justement de ces banques. Ce qui est un manque de ressources. Exactement. Donc il faut à ce moment-là muscler ce côté-là pour la plupart des banques pour pouvoir, les cas échéants, quand on prend des risques, être sûr que la banque ne va pas faire faillite par exemple. 2, il manque des dispositifs comme ici la caisse de dépôt et de consignation. Ou la COFAS qui assure justement un certain nombre d'investissements des entreprises, en tout cas qui couvre les risques d'investissement. Et 3, je pense effectivement que les États et les banques doivent avoir une politique offensive et compétitive à la fois non seulement de dépôts, mais surtout de financement et des investissements qui sont porteurs pour les économies de chaque pays. Alors on a cité le cas des femmes et des enfants, mais c'est beaucoup de secteurs de la vie économique et publique qui peuvent le faire. Là on n'a vu que quelques banques, mais il y a la Banque africaine de développement qui prend une partie, il y a la Banque arabe justement de développement de l'Afrique, et puis toutes d'autres institutions. Mais, j'en terminerai là, il faut que ces banques aillent aussi au-delà des capitales, parce que ça reste toujours dans les grandes villes. Ça ne va jamais justement là où il y a d'autres secteurs de production, dans l'arrière-pays, dans les campagnes, dans les villages. Il faut peut-être que les États pensent aussi à ces types de systèmes, et puis le système d'épargne aussi. Les caisses d'épargne peuvent être aussi un moyen d'accompagner. Jean-François, Alfred et Camille ont parlé du soutien de l'État. Que pensez-vous justement de cet engagement, de ce désengagement de l'État parfois? Alors, je pense qu'il est normal que ce ne soit pas l'État qui assure les fonctions bancaires intégralement dans un pays et qu'il faut de l'espace pour que les banques privées puissent agir. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Une banque privée, c'est d'abord une entreprise de profit. Donc les banques privées ne sont pas là pour soutenir, à partir de décisions des États, pour soutenir l'économie, le développement. Ils sont d'abord là pour faire des affaires. C'est des affaires. Ils font des affaires dans nos pays, dans les différents pays d'Afrique, avec des critères qui sont fixés, avec des taux de risque, en tout cas la définition du risque acceptable et celui qui n'est pas acceptable. Et c'est vrai que la définition du risque telle qu'elle est aujourd'hui ne permet pas de couvrir un très large pan de l'économie, parce que je crois qu'en Afrique, au-delà des entreprises qui ont pignon sur rue, des grands groupes, le potentiel de développement de l'Afrique se trouve ailleurs, il se trouve dans
les petites et moyennes entreprises, dans les entreprises familiales, dans le secteur informel, il se trouve dans les campagnes, notamment, en tout cas dans les villages et dans les petites villes à l'intérieur du pays. Et c'est autant de secteurs que je viens de citer qui ne sont pas couverts par les banques traditionnelles. Alors, on ne peut pas les forcer en tant qu'entreprise privée à modifier les règles du jeu, leurs propres règles du jeu, mais peut-être que précisément l'exemple du Sénégal était très intéressant de ce point de vue-là. Les raisons pour lesquelles la Banque nationale de développement a été mise en place étaient très intéressantes parce qu'il s'agissait de couvrir un déficit. Et là, c'est le rôle, l'État est dans son rôle de dire nous avons un secteur de notre économie que nous voulons porter, nous avons des priorités que nous définissons, nous ne vous les imposons pas, mais si le besoin n'est pas couvert, nous le couvrirons nous-mêmes à travers un certain nombre de dispositifs, de mécanismes tels qu'on nous l'a expliqué ici. Je pense que définitivement les États africains ont un rôle important à jouer sur le marché bancaire en faveur du développement, en s'appuyant évidemment sur les banques, les institutions classiques qui existent aujourd'hui, mais ce dont on a besoin, c'est aussi d'institutions financières, de mécanismes qui fassent du microcrédit, qui accompagnent les petites initiatives, et aussi parce qu'aujourd'hui, les banques classiques prennent en dépôt, mais ne prêtent pas. Ceux qui sont à risque, quand ils amènent de l'argent à un guichet, on ne les met pas à la porte. Hein. On prend l'argent, mais on ne leur prêtera pas pour pouvoir agir, pour pouvoir monter leur petite boîte, monter leur entreprise ou se développer. Camille, on a vu aussi que les cas diffèrent selon les pays. Les banques sud-africaines, maghrébines, notamment marocaines avec Attijari Wafa Bank, nigérianes tirent leur épingle du jeu. En Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone en général beaucoup moins. Comment expliquer ces différences? Ces différences, c'est historique. C'est d'abord, il y a dans ces pays-là ce qu'on appelle l'économie de marché, c'est-à-dire un système bancaire. Mais quand on prend l'exemple du Maroc, ce qui a fait le succès des banques marocaines, c'est leur association avec les banques françaises. Il y a les banques françaises, ils ont apporté de la technologie, du savoir-faire, ils ont apporté de la formation. C'est très important. On a vu beaucoup de banquiers marocains formés par les grands groupes, hein, la BNP, la Société Générale, le Crédit Lyonnais, enfin LCL maintenant. Et donc ils ont développé un réseau bancaire qui est très dynamique. Et au Nigeria, c'est la même chose. C'est imbrication. Il y a deux pays qui sont restés vraiment d'un système. Je pense au système bancaire algérien. Ça fait longtemps que je travaille sur le sujet. J'ai fait des propositions. C'est qu'il est resté étatique, administratif et donc non productif. Il est vraiment archaïque, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas frotté aux systèmes bancaires internationaux. Donc, vous imaginez beaucoup de directeurs bien placés de la banque, ils n'ont pas d'ordinateur, ils ne savent pas travailler sur un ordinateur. Alors qu'il y a des Algériens qui sont très bien formés, mais on ne leur laisse pas l'occasion. Donc, c'est... Camille est assez sévère. Non, pas du tout. C'est un diagnostic assez sévère quand même. J'ai visité beaucoup de banques. Non, mais je dis ça pour améliorer, mais tout le monde le sait. Le diagnostic, il est fait. Mais par contre, je ne dis pas que tout est bien dans le système bancaire marocain ou nigérian, et il y a beaucoup encore à faire, mais l'essentiel, il faudrait qu'il y ait des interfaces entre les banques étrangères et les banques locales, mais quand je parle du rôle de l'État, ce n'est pas de se substituer aux banques, c'est de créer des outils, des instruments qui existent dans le monde, hein, des instruments par les taux bonifiés, par les garanties. Parce que le problème, c'est la garantie. Parce qu'il y a des banques qui disent, moi, je ne peux pas prêter. On a un problème aussi dans nos entreprises africaines, c'est qu'on manque de transparence. Et ça, c'est un fait. Quand on n'a pas une comptabilité, on n'a pas des données transparentes, les banques ne vont pas prêter à des entreprises qui sont opaques, on ne sait pas s'ils sont bénéficiaires, ils sont déficitaires. Donc ça aussi, il faut le changer. Il faut que dans nos pays, on change
le système. Il n'y a pas que les banques qui sont responsables, il y a aussi tous les agents économiques. Alfred. Oui, non, mais c'est le rôle de la Banque centrale. Hein. Dans la plupart de ces pays, il existe les banques centrales qui doivent exercer un contrôle, exactement. Oui, supervision. Tout à fait. Donc ça peut se régler assez vite, mais effectivement, les banques commerciales, par exemple, locales, ne disposent pas, et même là quand on a vu pour la Banque nationale de développement économique du Sénégal, bon c'est une banque qui est récente, on ne peut pas la juger comme ça au bout de 3 mois ou de 4 mois, il faut quand même un peu de temps pour voir quels sont les résultats. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de fonds propres garantis et qui garantissent les risques pour éviter que la banque ne fasse faillite, à ce moment-là, effectivement, on ne va pas couvrir les risques qui se posent au niveau du marché. Pourquoi est-ce que parce qu'ils se disent, nous pouvons financer tel projet, mais au bout du compte, nous ne sommes même pas certains que nous allons récupérer notre mise. Par conséquent, nous allons aller dans les secteurs les plus sûrs où nous savons que nous finançons, nous allons récupérer. Or, pour la plupart des Africains, en tout cas, ceux qui veulent investir, ils n'ont pas eux-mêmes je dirais de fonds, de départ qui pourraient effectivement constituer en contrepartie pour les banques une forme de garantie. Donc finalement on ne prête qu'aux riches, comme on dit. Alors effectivement il faut que les États mettent en place des dispositifs, des mécanismes qui permettent d'amortir le risque. Et c'est là que le bas blesse, c'est là que le bas blesse précisément, parce que les États, tous les États n'ont pas les moyens de garantir ce risque-là, parce que eux aussi n'ont pas la force financière, en tout cas la capacité financière nécessaire. Non, mais bien sûr. Merci messieurs. Merci messieurs. On va rappeler les titres qui ont été développés en début de cette émission. La recrudescence des attaques des terroristes d'Al-Shabaab en Somalie. Le palais présidentiel a été visé. La population également victime vit dans la crainte d'une nouvelle attaque. Et puis en Guinée équatoriale, une nouvelle cité est en train de sortir de terre en pleine forêt. Oyala pourrait être d'ici 10 ans la nouvelle capitale administrative et économique du pays. C'est en tout cas le souhait des autorités. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'Africa News. A tout de suite.